Pour notre Zoom du jour, TV Liberté s'est rendu au centre spirituel et culturel orthodoxe russe à Paris. Nous sommes invités par l'Académie géopolitique de Paris qui a organisé un colloque intitulé « La nouvelle émergence de la Russie ». À mes côtés, son président Ali Razbin. Bonjour monsieur. Bonjour. Lors de la conférence, vous avez évoqué les priorités de la politique extérieure de la Russie. Est-ce que vous pouvez revenir sur ces priorités? Oui, la politique extérieure de la Russie, d'abord, la première, c'est maintenir ses influences dans les zones culturelles précédentes. Et puis, l'aspect économique. Dans ce cas-là, c'est-à-dire le moment où vous traitez l'aspect économique, pour la Russie actuelle, c'est un élément très important, puisque l'aspect culturel, l'aspect militaire, ainsi l'aspect psychologique, ce sont des aspects qui se recumulent derrière l'aspect économique. Et c'est pour ça qu'on a traité sur cet aspect, qu'on dit voilà, il y a deux aspects essentiels pour la Russie. D'abord, avoir des bonnes relations avec les anciens territoires qui appartenaient de la Russie. Et la deuxième, c'est maintenir les relations économiques. Vous avez également évoqué ce concept de pragmatisme agressif. Est-ce que vous pouvez revenir sur ce concept? Pragmatisme agressif, c'est pas récent. Ce pragmatisme, il existait depuis, on peut distinguer quasiment depuis 2003. Le moment où les Américains, sans autorisation des Nations Unies, ils ont attaqué l'Irak. Ils ont amené une guerre contre l'Afghanistan. Ce n'est pas simplement contre l'Afghanistan, c'était contre la présence de l'ex-URSS en Afghanistan. Et à l'époque, eux-mêmes, ils ont créé une massif pragmatisme avec l'Arabie Saoudite, avec les Émirats Arabes Unis, avec les services secrets pakistanais pour créer une ambiance contre l'Union soviétique. Et ça, au fur et à mesure, a été développé. Et aujourd'hui, on sent dans le monde, même dans les pays européens. Et ce pragmatisme, il existe quasiment dans le monde culturel, économique et politique. Artem Studenikov, vous êtes le ministre conseiller à l'ambassade de la Russie en France. Lors de cette conférence, vous avez évoqué la place de la Russie dans l'Organisation des Nations Unies ainsi que l'émergence d'un monde polycentrique. Selon vous, s'agit-il d'une idéologie, ce monde polycentrique? Vous savez, nous sommes très prudents quand il s'agit de ce terme idéologie, parce que après 70 ans de l'époque soviétique, la constitution de la Fédération de Russie prévoit qu'il n'y a pas d'une idéologie unique dans notre pays. Voilà pourquoi c'est juste pour vous dire que je ne sais pas si ce mot peut être utilisé dans le contexte international, mais en tout cas, le fait que le monde devient polycentrique et le fait que la communauté internationale doit se baser dans ses activités sur certains principes qui sont étroitement liés avec ce facteur du monde polycentrique, là, pour nous, ça devrait être une base pour ce nouveau ordre mondial qui se forme en ce moment. On peut inventer des mots, on peut dire que c'est une nouvelle idéologique universelle, mais ce n'est pas dans les mots que la question se joue. Ce sont les principes du respect du droit international, le principe du respect du rôle clé des Nations Unies, de l'Organisation des Nations Unies dans les affaires internationales, dans la vie internationale. C'est le respect mutuel des États membres des Nations Unies, non-ingérence dans les affaires intérieures de l'un et des autres. Voilà, ce sont des principes de base qu'il faut respecter et qui doivent nous aider à gérer mieux le monde qui a devant lui plusieurs défis et menaces universelles.
Monsieur le ministre, vous avez évoqué l'utilisation du dollar par les États-Unis dans le monde. Quelle est cette utilisation? Peut-on parler d'instrumentalisation du dollar par les États-Unis? Je pense qu'aujourd'hui, même les Européens sont très bien placés pour en juger. Parce que vous savez que la sortie des États-Unis de l'accord nucléaire avec l'Iran et les promesses d'introduire des sanctions très sévères, non uniquement contre les opérateurs économiques iraniens, contre l'État iranien, mais aussi bien contre les opérateurs économiques européens qui ne respectent pas les sanctions nationales américaines. Donc ça, c'est voilà le résultat de cette instrumentalisation du dollar par les autorités américaines. Vous savez qu'aujourd'hui le monde économique fonctionne de telle façon que effectivement le dollar occupe une place primordiale dans le système de la commerce international et nous voyons qu'il y a des effets parfois négatifs de cette situation. Voilà pourquoi nous disons qu'il faut diversifier le système des devises internationales qui peuvent être utilisées dans les échanges commerciaux. La situation autour de l'Iran nous démontre que le dollar peut être utilisé par le pays qui en possède en quelque sorte. Monsieur le ministre, vous avez parlé du secret de la popularité de Vladimir Poutine auprès de la population russe. Comment expliquez-vous ce secret? Comme j'ai déjà dit, les gens comparent tout simplement la vie du pays et leur propre vie, les conditions de leur propre vie dans les années 90, à la fin des années 90, au début des années 2000, et ils comparent avec ce que nous avons aujourd'hui. Parce que vous savez, la Russie, ce n'est pas un pays de cocagne. Nous avons plusieurs problèmes à résoudre, nous avons plusieurs problèmes économiques, nous avons beaucoup de pauvres, et je peux citer nos problèmes assez longtemps. Mais la situation a changé, a évolué de façon spectaculaire, dans le meilleur sens. Il y a des chiffres, on dit que la Russie c'est la 6e économie du monde, mais l'important c'est que les gens vivent aujourd'hui beaucoup mieux qu'au début des années 90, après ce traumatisme énorme des réformes qui étaient peut-être nécessaires, mais qui étaient selon l'opinion de plusieurs de mes compatriotes, qui ont été très mal gérés et qui résultaient par cette paupérisation d'une grande partie de la population. Donc on compare la vie dans les années 90 et avec le niveau que nous avons atteint aujourd'hui. Cette comparaison aide aux gens de formuler leur approche à l'égard de notre président qui a investi énormément dans cette amélioration spectaculaire de la vie des gens, des citoyens de la Fédération de Russie. Emmanuel Leroy, vous êtes consultant et président d'Urgence Enfants du Donbass. Lors de la conférence, vous nous avez parlé de la russophobie du monde anglo-saxon. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quelles en sont les causes profondes? Ouais, les causes profondes, ce serait un petit peu long à expliquer parce qu'il faut remonter très loin dans l'histoire, puisque j'ai exposé que très probablement l'origine de cette russophobie qui existe aujourd'hui et que nous voyons dans le monde remonte probablement à la période d'Élisabeth Ier d'Angleterre, c'est-à-dire au XVIe siècle. Donc je ne vais pas infliger aux téléspectateurs de TV Liberté une telle remontée dans l'histoire, mais pour faire très bref, je crois qu'effectivement, dès le XVIe siècle, l'oligarchie britannique, l'aristocratie britannique a conceptualisé l'idée d'hégémonie sur le monde à travers l'un de ses auteurs, qui était un peu pirate aussi sur les bords, Walter Raleigh, qui a imaginé que la maîtrise de la mer entraînait la maîtrise du commerce et donc la richesse du monde, et que cette richesse du monde permettait de contrôler le monde lui-même. Et c'est à partir de ce premier constat, de cette première formulation d'une volonté d'hégémonie sur le monde, que les élites britanniques se sont transmises de génération en génération cette volonté d'accaparer le monde. Et la russophobie que l'on voit aujourd'hui de la part des élites britanniques, mais occidentales d'une manière générale, n'est pas spécifiquement destinée contre la Russie. Elle a été au préalable contre la France, elle a été contre l'Espagne, elle a été contre le monde germanique, mais il ne reste plus qu'un peuple véritablement libre sur le continent eurasiatique, et c'est le peuple russe, d'où ces campagnes incessantes de russophobie. C'est le dernier acteur qui reste et qui n'est pas tombé complètement dans l'escarcelle des anglo-saxons.
Dimitri Dokochko, vous êtes journaliste, réalisateur, président de France Oural. Pendant cette conférence, vous avez évoqué la manière dont les journalistes occidentaux traitent les informations concernant la Russie et vous évoquiez des dissimulations, des mensonges. Est-ce que vous pouvez revenir sur quelques affaires que vous avez évoquées lors de la conférence? Alors j'ai évoqué en fait les procédés qui sont utilisés dans le cadre de ce qu'on pourrait appeler la russophobie assez systématique de nos médias, malheureusement. Et ça a des conséquences. Ça a des conséquences pour nous. Alors, quand je dis qu'il y a ces procédés qui sont utilisés d'une manière relativement systématique, j'en ai énuméré quelques-uns. Il y a l'amalgame. Alors l'amalgame, c'est par exemple amalgamer en permanence Poutine et Staline. Alors que ça n'a rien à voir. C'est amalgamer la Russie et l'Union soviétique, alors qu'il y a quand même eu quelques changements depuis plus de 25 ans maintenant. C'est aussi au niveau de l'image, faire ce genre d'amalgame ou ce genre de rapprochement. Par exemple, vous savez qu'il y a un opposant qui avait été un ancien presque Premier ministre sous Yeltsin, qui s'appelait Boris Nemtsov, qui a été assassiné sur un pont tout près de la Moskova à Moscou, tout près du Kremlin. Il a été assassiné à un endroit où, dès qu'on montrait cet endroit, et il a été abondamment montré, on avait comme arrière-fond le Kremlin. Vous êtes des gens de télévision, vous savez très bien que le rapprochement qui va être automatique, c'est que c'est le Kremlin qui a assassiné ce monsieur. Alors que justement, le fait que ce sera ce plan-là, c'est déjà une bonne preuve que c'est a priori pas le Kremlin, justement, parce qu'il l'aurait fait dans un autre endroit. Vous avez également évoqué une histoire concernant la Géorgie, les missiles Buk et un massacre à Odessa. Est-ce que vous pouvez revenir sur ces trois affaires? Alors ça, c'est un autre procédé, c'est la dissimulation pure et simple. C'est ne rien dire. Et ça, c'est malheureusement, on s'y heurte très souvent. Est-ce que vous avez entendu parler, par exemple, du fait que ça a été annoncé, ça a été sourcé, et en Géorgie, et par l'état-major russe, que les Américains sont en train de mettre au point des armes bactériologiques, et qu'en Géorgie, il y a eu une incidence, c'est qu'il y a eu 70 personnes contaminées dans un laboratoire où on est en train de faire des recherches sur différentes fièvres. Mais l'idée des Américains et la recherche, et c'est pour ça qu'elle se fait en Géorgie et dans les pays de l'ex-URSS, c'est qu'on veut arriver à toucher des habitants de l'ex-URSS, notamment des Russes bien évidemment. Et donc on fait des recherches sur leur ADN en essayant de trouver les points qui distinguent d'autres populations de façon à ce que les soldats américains qui seraient engagés dans le conflit ne soient pas touchés par cette arme bactériologique. Évidemment, c'est totalement contre tous les traités et contre tous les accords internationaux. Mais bon, ça, les Américains, ils n'en ont pas grand-chose à faire, on le sait bien. Hein. De même, les Russes, après avoir vu la conférence de presse faite par les Hollandais sur l'affaire du MH17. Vous savez, ce Boeing qui a été abattu au-dessus du Donbass et dont on a accusé bien évidemment immédiatement et le Donbass, puis ensuite la Russie par l'intermédiaire d'une association un peu bidon, mais qui a été créée justement par les services divers et variés, notamment de la Grande-Bretagne. Eh bien, les Russes ont dit « Oui, on a retrouvé le numéro du missile que vous avez montré. » Donc, le missile qui a abattu l'avion. Eh bien, ce missile, il se trouve qu'il a été produit en 1986 et qu'il a été livré à l'Ukraine. Et il était dans tel magasin de munitions de l'Ukraine. Puis, il a été déménagé dans un autre, etc. Donc, le missile était en Ukraine. Et donc, si l'avion a été abattu par quelqu'un, on pourrait bien penser que ça serait par l'Ukraine, contrairement à ce qu'on dit. Qui en a parlé? Personne. Et comme par hasard, peu de jours après, il y a eu Tchernigov, qui est une ville où un dépôt de munitions s'est mis à brûler. Et il y avait dans ce dépôt de munitions justement des missiles Buk. Il y avait aussi, il faut bien le dire, des missiles portables Javelin que les Américains viennent de fournir aux Kieviens pour mieux massacrer les gens du Donbass et que certains Kieviens ont quand même déjà revendu, notamment des islamistes. Donc ça, c'est des choses qui risquent de se ramasser. Bon, bref, mais c'est pas grave, c'est toujours nos amis, tout va très très bien, etc., etc. Voilà, la presse ne le dit pas. Mais des choses dissimulées, il y en a eu plein. Le général Gomard, qui dirigeait les services secrets français au tout début de l'intervention dans le Donbass, il avait dit à la commission de défense nationale de l'Assemblée nationale
il avait parlé du fait qu'il n'y avait pas de troupes russes dans le Donbass en tant que tel, qu'il y avait bien sûr des aides russes, qu'il y avait des Russes, qu'il y avait eu de l'aide d'armement, mais qu'il n'y avait pas d'opération russe en tant que telle. Qui en a parlé? Il fallait aller chercher ça dans les comptes rendus de l'Assemblée nationale. Dans le journal officiel, ça y était. C'était pas difficile. La source, elle est fiable. On peut faire du journalisme honnête quand même. Gérard Cognot, vous êtes professeur émérite de l'Université de Nancy. Pendant la conférence, vous avez évoqué la différence de perception entre le peuple et l'élite russe concernant la démocratie. Expliquez-nous pourquoi il y a cette différence entre le peuple et la Russie. Oui, effectivement. Je crois que d'une manière générale, ça ne concerne pas seulement la démocratie, ça concerne, on peut dire, toute l'histoire russe, n'est-ce pas? C'était dans son rapport à l'Occident. Et donc, évidemment, aujourd'hui, cela pose la question de la démocratie telle qu'on la conçoit en Occident et en Russie. Et on en a effectivement des représentations différentes. Mais il est vrai que l'élite russe, qu'on peut appeler l'élite russe, l'intelligentsia, a tendance à idéaliser, n'est-ce pas, la démocratie occidentale, à travers, évidemment, la notion des droits de l'homme, de la liberté d'expression, alors que le peuple en a une toute autre conception. Et accepte, au fond, la démocratie telle qu'elle est pratiquée aujourd'hui, n'est-ce pas, sous le régime de Vladimir Poutine, c'est-à-dire une démocratie qui, comme on l'a dit, par exemple, mon ami Dimitri de Koshko l'a bien montré, qui existe, n'est-ce pas, peut-être même beaucoup mieux que chez nous. Mais en même temps, étant donné l'histoire russe et la géographie russe, il est évident qu'elle ne peut pas se pratiquer telle qu'on peut la pratiquer chez nous, dans l'idéal aussi, parce qu'elle ne se pratique pas chez nous non plus telle qu'on voudrait qu'elle soit, n'est-ce pas? Elle est falsifiée, elle est pervertie, elle est dépravée. Seulement, l'élite russe, depuis toujours, a une image complètement idéalisée, n'est-ce pas, de cette démocratie, la notion surtout des droits de l'homme, la liberté d'expression. C'est centré sur une notion de liberté individuelle qui est profondément, en quelque sorte, étrangère, voyez, à la mentalité russe, qui elle est beaucoup plus centrée sur la collectivité, sur la communauté, à travers l'histoire, évidemment. Cette notion a triomphé sous l'Union soviétique, mais elle existe toujours. Voyez, et elle s'exprime aujourd'hui à travers l'union, on pourrait dire l'adhésion du peuple à son président. Vous voyez, c'est cette fusion. Et l'intelligentsia est opposée. Elle considère qu'il s'agit effectivement d'un abus d'autorité, d'un abus de pouvoir, et elle aspire disons, à s'intégrer au modèle occidental. Et ça existe depuis toujours. Valérie Bugeaud, vous êtes docteur en droit privé de l'université Panthéon-Sorbonne, ancien avocat fiscaliste, analyste de géopolitique économique. Valérie Bugeaud, vous nous avez parlé lors de la conférence de la souveraineté monétaire de la Russie. Est-ce que la Russie est souveraine monétairement ? Mais écoutez, je dirais que ce qui ressort de mon exposé, c'est que malheureusement, je ne pense pas. La Russie est dans le même cas de figure que la plupart des pays du monde, avec une banque centrale qui est affiliée à la BRI, Banque des règlements internationaux, et la politique monétaire globale est déterminée à la BRI. Les pays essentiels qui dirigent cette instance sont la France, l'Angleterre, États-Unis, Allemagne, Italie, je crois. Donc non, la politique monétaire russe est dépendante de la politique monétaire globale qui est déterminée à la BRI. Et donc le développement économique russe est impossible selon vous ? Non, je dirais qu'il n'est pas dépendant de contingences économiques russes réelles, mais d'un agenda monétaire des banquiers centraux. Et donc comment expliquez-vous que la Russie soit justement, si elle est alignée monétairement sur les pays occidentaux, comment expliquez-vous qu'elle soit en opposition encore avec les pays occidentaux ?
Ah non, alors la politique monétaire russe n'est pas alignée sur la politique monétaire des pays occidentaux, puisqu'il y a un réajustement monétaire global qui est en cours, dans lequel vous avez la Chine qui a beaucoup monté, la Russie qui est déterminée à stagner, donc il y a une rétention monétaire sur le territoire russe, et dans les pays occidentaux, vous avez une crise en cours qui va réduire très fortement les avoirs des pays. Quand je dis les pays occidentaux, c'est toute l'Europe de l'Ouest menée par les États-Unis d'Amérique, le Japon, enfin tous les alliés de l'Occident. Donc nous, on est en phase de restriction, c'est-à-dire que la profusion par les prêts, la profusion de liquidités par les prêts amène une bulle qui va être dégonflée par l'augmentation des taux gérés par les banques centrales. Ce qui est en train de se produire actuellement, on avait des taux très très bas, ils sont progressivement, ça a commencé aux États-Unis, en train de remonter, les bulles vont se dégonfler, on assistera à une énorme crise économique et donc les avoirs de ces pays-là vont diminuer. On n'est pas dans la même situation géostratégique monétaire que la Russie, qui elle est plutôt empêchée de se développer. Nous, on n'a pas été empêchés de se développer, mais a été créée artificiellement une bulle qui fera que nous allons nous appauvrir. Et la Chine, elle, est encore dans une situation différente. Chaque zone géographique répond à un agenda et à une politique monétaire globale, certes, mais pas identique. Adeline Chenon-Ramlat, vous êtes écrivain, réalisatrice et spécialiste du Moyen-Orient. Lors de la conférence, vous avez évoqué les relations entre la Russie et Israël, notamment au travers de la guerre en Syrie. Où en sont ces relations entre Israël et la Russie ? Le fait est que la Russie a réussi un tour de force diplomatique. Malgré le drame des 15 morts, vous savez, de cet avion qui a été ciblé par les Israéliens et donc dénoncé par les Russes, la Russie a réussi le tour de force diplomatique de considérablement finalement assainir la situation locale et régionale. D'une part parce que en offrant les S-300 qu'ils ont offerts aux Syriens, ils ont quelque part d'un point de vue militaire donné le pouvoir aux Syriens de repousser Israël. Deuxièmement, en donnant aux Turcs le rôle de désarmer la région tampon d'Idlib, ils ont évité la bataille d'Idlib, qui était quand même la chose dont tout le monde avait peur et sur laquelle l'Occident se focalisait grandement. Et donc maintenant, il n'y a plus de bataille d'Idlib, ce qui de facto célèbre un peu la fin de la guerre de Syrie. Et ils ont réussi ce dernier tour de force de faire que maintenant, Israël menace, mais Israël ne fait plus peur. Et c'est fort, car en Orient, vous savez, Israël a toujours été un peu considéré comme un État voyou pour les Orientaux, c'est-à-dire en gros que l'ONU condamnait toujours ce qu'Israël faisait, mais qu'il n'y avait jamais d'autres répercussions que des condamnations orales. Et là, de facto, quand le Premier ministre Netanyahou a menacé d'attaquer le Liban, on ne l'a pas pris au sérieux. Non seulement on ne l'a pas pris au sérieux, mais Lavrov lui a dit poliment que il s'exposait à des grands risques ce faisant et on n'en a plus entendu parler. Et c'était tout. Et en faisant ça, ça renverse les donnes régionales de façon magistrale parce que, comme le disait Gédéon Lévy dans donc son éditorial du Haaretz fin septembre, quelque part la mère Russie avait remis Israël à sa place. Et donc, je ne sais pas quel est l'état de leurs relations maintenant. Tout ce que je sais, c'est qu'en tout cas, maintenant, Israël a de facto moins de pouvoir dans la région. Et surtout, c'est que c'est la Russie qui a les clés du jeu entre les mains et qui peut, d'une manière ou d'une autre, décider de son avenir au Proche-Orient. Et ça, c'est une donne très nouvelle. Vous pensez qu'Israël, justement, va rester sur ces positions-là, un petit peu de soumission à la Russie dans la région ? Je ne pense pas qu'ils se sentent soumis. Je pense qu'ils ont compris que la Russie leur disait très clairement « Écoutez, maintenant, c'est nous qui retenons les gens qui pourraient vous attaquer ». Or, Israël est parfaitement conscient qu'en matière d'armement, entre le Hezbollah et puis les nouveaux armements qui ont été offerts à la Syrie, ils ne font pas le poids actuellement. Donc,
En tout cas, ça les a ramenés à plus de calme. Est-ce qu'ils vont se sentir soumis et comment ils vont réagir, j'en sais rien. Honnêtement, je ne sais pas et je pense que seul l'avenir nous le dira. Mais le fait est que le jeu s'est calmé et le fait est que la Russie est devenue l'interlocuteur incontournable pour préserver cette espèce de calme autour d'Israël qui en gros n'est plus Israël est un attaquant permanent, mais plutôt Israël a besoin de la Russie pour qu'on lui foute la paix. Et ça, c'est une nouvelle donne et c'est une nouvelle donne essentielle. Est-ce que ça va satisfaire Israël? Je ne sais pas. Eugène Berg, vous êtes ancien ambassadeur français, vous êtes l'auteur de À la recherche de l'ordre mondial aux éditions Apopsis. Eugène Berg, comment voyez-vous l'avenir de la Russie? Ça dépendra de pas mal de facteurs, d'abord internes, de la manière dont l'économie russe pourra se redresser, ne pas dépendre uniquement des hydrocarbures, donc d'avoir une recherche plus puissante, une démographie malheureusement qui faiblit et un taux d'investissement fort dans l'innovation. Donc là, il y a beaucoup à faire. La Russie s'est redressée sur le plan militaire pour beaucoup de raisons. Maintenant, elle a à accomplir sa modernisation économique et en même temps une démocratisation, une ouverture dans le sens plein et entier du terme. Ça met du temps. Sur le plan extérieur, ça dépendra évidemment de beaucoup de ce que j'appelle le triangle. C'est les relations entre comment vont se développer le duel qu'on nous annonce entre États-Unis et Chine, le fameux piège de Thucydide. On prête à Donald Trump de détacher la Russie de la Chine. Ce n'est pas du tout son intérêt. Elle jouera d'une manière plus subtile, plus serrée en quelque sorte. Ça dépendra évidemment des relations avec l'Inde. C'est le triangle Chine-Inde-Russie, ou là. Ça dépendra évidemment des relations avec la Turquie, l'Europe et la Russie. Et donc, la Russie est placée dans toutes ces configurations du fait de l'immensité de son territoire. Et comme je le disais, la Russie est le pays qui jouxte le plus de zones géopolitiques, de l'Arctique, en passant par la Baltique, la mer Noire, la Caspienne. N'oublions pas que la Caspienne est à 800 km de la Syrie, toute l'Asie centrale, l'Asie-Pacifique et l'Arctique, qui est le futur avec le réchauffement climatique. Le passage de la voie maritime du Nord s'ouvre. Il y a des ressources en gaz, en pétrole, en matériaux et évidemment en pêche puisque les poissons remontent. Donc avec l'Arctique qui était bloqué, fermé pendant des siècles, il s'ouvre là un immense territoire pour la Russie, sans compter qu'elle est riche en matières premières. L'économie ne dépendra pas uniquement du cyberespace, des choses comme ça. La Russie a des réserves en eau, en bois. Elle devient un grand exportateur de céréales. Donc l'avenir de la Russie, c'est justement de mobiliser ses forces dans cette direction. Pour ça, il lui faut un environnement de paix, de stabilité. Malheureusement, on se heurte sur des problèmes que j'appelle anciens, sur la Crimée. C'est ce que j'appelle les guerres d'hier. On se bat pour des kilomètres carrés, alors que la Chine investit dans l'intelligence artificielle, dans le supersonique, vous voyez, des choses comme ça. Donc c'est là qu'il faut se tourner. La Russie le sait, mais évidemment avec les chocs qu'elle a reçus, elle se redresse, elle se stabilise, elle va dans cette direction. Et c'est à nous, Européens, avec les Turcs aussi, de former un triangle, parce que c'est Europe, un triangle qui va aborder tous les problèmes, des problèmes de la migration, des problèmes du changement climatique, des problèmes de sécurité et de stabilité, alors qu'on dépendait entièrement des Américains. C'est à nous de prendre notre destin en main, nous, j'allais dire, les Européens au sens large. Et l'Europe, elle commence à Lisbonne et elle s'arrête au-delà de l'Oural. Et elle se termine au Cap Nord et elle va jusqu'à la mer Noire. C'est cette immense zone d'à peu près 700 millions d'habitants qui est importante, alors que la Chine va avoir 1,5 milliard, l'Inde 1,5 milliard, l'Afrique 2 milliards. C'est à nous de bâtir quelque chose et de ne pas continuer les querelles du passé, mais pour ça il faut des vrais hommes d'État, il faut des visionnaires, et voilà à peu près le programme que j'esquisse pour les 20 prochaines années.